Le cinéma de Bertrand Bonello est une œuvre crépusculaire, l'histoire renouvelée d'un homme, d'un couple, d'un amour ou d'une époque qui se termine. Cet entre-deux, entre la mort et la vie, on le retrouve dès son second film, Le Pornographe. Un homme entre deux époques, ou dans Tirésia, un être entre deux genres, le masculin et le féminin, sans oublier bien sûr Saint-Laurent, un homme entre deux collections, entre le trivial et le sacré. C'est encore le cas pour son 8e long métrage Zombie Child, surtout pas un film d'épouvante, mais un questionnement poétique et politique autour de la figure du zombie, cet homme ou cette jeune fille envoûtée qu'on extrait du monde pour en faire un esclave, du travail ou de l'amour. Je suis une amie de Mélissa. Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre. Il faut pas prendre ça à la légère. Bonjour Bertrand Bonello. Bonjour. Bienvenue. Le prétexte de cette émission, Bertrand Bonello, c'est de parler de votre travail de réalisateur, mais de l'éclairer à la lumière du cinéma classique. Alors, cette semaine, j'ai décidé de le faire de façon ludique. J'ai un jeu de cartes. Oula. Vous allez me dire si je fais bonne pioche. Ah, la première carte que je tire, c'est John Carpenter. Et pour moi, John Carpenter, il dialogue avec votre cinéma, peut-être à travers cette phrase. Je me suis toujours intéressé aux personnages en marge parce que je me suis, moi, peut-être imaginé marginal, en tous les cas hors la loi. Alors, je ne connaissais pas cette phrase de Carpenter, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent dit un petit peu la même chose. On essaie toujours de me ramener au corps, voire au sexe, etc. Et je dis non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Je citais beaucoup Godard qui dit la marge, c'est ce que je préfère parce que c'est là où on prend les notes. Mais c'est vrai que le pornographe ou les transsexuels de Tirésia ou les prostituées de la Maison Close ou même Saint-Laurent dans un autre genre ou évidemment le zombie, c'est des gens qui sont marginalisés pour des raisons très très diverses. Et la marge, c'est vrai que ça m'a toujours plus touché en tout cas. Voilà, après sur Carpenter, mon entrée dans le cinéma, elle s'est faite de manière un petit peu non cinéphilique. Elle s'est faite avec... moi, j'habitais à la campagne. Elle s'est faite avec l'arrivée des vidéoclubs, des VHS, etc. Et dans ce genre de vidéoclub, il y avait globalement que du cinéma de genre ou du cinéma porno. Donc on prenait avec un copain tous ces films. C'était début 80, donc tous les films qu'il y avait, c'était les Carpenter, les Argento, les Fulci, Coscarelli, Romero, enfin c'est Cronenberg. Donc mon entrée dans le cinéma, elle a été faite beaucoup avec certains films de Carpenter, comme Assaut, etc., qui m'ont beaucoup accompagné. Par exemple, quand je fais Nocturama, Assaut est un des films auxquels je pense le plus. Je pense que c'est un cinéaste assez important, notamment dans son sens politique, en fait. Et tous les cinéastes que je cite, qui étaient donc dans un cinéma de genre, je me suis aperçu après coup que c'était quand même un des bons cinéastes, ça n'était pas que du divertissement, des bons films, des bons metteurs en scène, et qu'ils avaient quand même un truc à dire. Enfin, il y a une dimension politique. Oui, ils sont passés par le cinéma de la peur pour exprimer leur peur du monde. Dans son film Vampire, Carpenter le dit, donc je ne vais rien révéler, mais il a volé le thème principal de Suspiria, de Dario Argento, alors en lui apportant une variation, bien sûr. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous aussi, de voler des musiques ou des images à des metteurs en scène ou des compositeurs? De manière inconsciente, certainement. En musique, j'ai pas le souvenir, mais enfin, certainement. En cinéma, il m'est arrivé de reproduire des plans pareils, de manière inconsciente, des films qui vous ont habité, comme ça. Et puis on s'en aperçoit un petit peu au montage. Mais je sais que, par exemple, j'ai pas mal emprunté à Houssiaoussienne, à un moment. Un film comme Goodbye South Goodbye, dans sa mise en scène, ou Les Fleurs de Shanghai, m'a vraiment tellement ébloui que cette espèce de manière de glisser la caméra, comme ça, je sens que ça vient de lui, par exemple. Ou un truc est de dissocier le mouvement de caméra de ce qui se passe dans la scène, comme s'il y avait deux mouvements internes, qui est un truc que je reproduis, et je sens que ça vient de là. On en finit avec Carpenter, il compose, on l'a dit, mais en même temps, vous vous souvenez, The Thing, il a demandé à Ennio Morricone d'écrire la musique du film. Si je vous demandais à qui vous auriez eu envie de confier la partition d'un de vos films à un compositeur du cinéma classique, vous auriez dit qui? Je demanderais à quelqu'un qui sait faire quelque chose que je ne sais absolument pas faire, c'est-à-dire de la pure orchestration, par exemple.
Est-ce que ça aurait pu justement, tiens, être Bernard Herrmann? Oui, c'est le nom que j'allais citer, parce que bon, là, il y a quelque chose que je ne sais absolument pas faire. Donc Herrmann, Morricone, oui, bien sûr. Oui. C'est drôle parce qu'il est vraiment magique, ce jeu de cartes. Parce que regardez, la deuxième carte, c'est Alfred Hitchcock. À un moment, vous aviez eu un projet assez dingue, Bertrand, c'est vous vouliez refaire un remake de Vertigo, mais du point de vue de l'héroïne. Oui. Ça en est où, ce projet? Ça en est que les droits, c'est trop compliqué. Parce que même si ça n'existait pas à l'époque, ça rentre dans aucun cas de figure, préquel, sequel, etc. C'est un changement de point de vue, en fait. Ouais. Et puis la fille d'Hitchcock que j'ai eue au téléphone m'a un petit peu raccroché au nez. Je crois qu'elle a très mal vécu le remake de Psychose. De Gus Van Sant. Ouais. Et elle a décidé, elle m'a dit, moi, plus personne ne touche au film de mon père. Bon. Mais voilà, je trouve une belle idée, c'était le personnage de Kim Novak qui est une image, quand même. Qui cristallise tout le désir et la folie de Stewart, de lui redonner une vie, une pensée, une force, et de lui redonner presque sa douleur, hein, parce que c'est horrible ce qu'elle vit. Qu'est-ce qui vous enivre dans le cinéma d'Hitchcock si par exemple, on prend Vertigo, c'est la figure du double, parce que le double, il est très présent dans votre cinéma. C'est un film qui, pour moi, marque... Alors, il y a Rio Bravo qui est très contemporain, mais ce sont deux films qui marquent le passage du cinéma classique au cinéma contemporain. Et c'est ça que je trouve très, très impressionnant. Et dans le cas de Vertigo, il le marque quasiment au sein même du film. C'est-à-dire, la première partie du film appartient quand même au cinéma classique, c'est-à-dire une enquête, etc., etc. Et la deuxième partie, il bascule dans le cinéma moderne qui arrive. Et il y a quasiment une troisième partie qui a été coupée au montage. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, racontez-nous. Alors, quand Hitchcock montre le film, les studios disent OK, machin, mais ils disent, mais quand même, il y a un truc, c'est que le méchant est encore en liberté. C'est un truc un peu moral, le studio, il faut bien boucler le truc. Hitchcock n'en avait rien à foutre, il aimait bien terminer sur cette fin, la fin qu'on connaît. God have mercy. Mais il dit bon, d'accord, et il fait un dernier plan complètement dingue, où on est chez son amie, celle qui dessine. Elle est au premier plan, il y a la baie vitrée au fond, il y a San Francisco derrière. Elle est en train d'écouter la radio et on dit Gavin Elster a été arrêté, etc. Donc voilà, Hitchcock balaye le problème du studio d'une main. Stewart rentre comme ça, il se sert un whisky. Le plan dure assez longtemps, hein, c'est un plan séquence. Et puis il se met dos à nous assez loin et il regarde San Francisco. Et le plan dure comme ça. Et c'est après le chaos et la musique de la scène du clocher, on a l'impression qu'il rajoute une modernité, c'est quasiment, on dirait, du Antonioni, quoi. C'est complètement dingue comment il circule à travers la modernité du cinéma. Je pense que quand les studios ont vu ça, ils ont dit on préfère terminer avec le méchant dehors plutôt qu'avec cette austérité absolue. Donc la fin n'a jamais été montée, mais elle existe. Bertrand, je voudrais vous faire un cadeau. Parce que votre cinéma, c'est celui des récits crépusculaires. Il y a cette biographie de Judy Garland qui vient de sortir. Et un peu à la manière de votre cinéma, l'auteur, qui est Bertrand Tessier, tente d'éclairer l'opacité d'un mystère. C'est un livre qui ne nous montre pas l'envers, mais l'enfer du décor. Elle qui a incarné souvent l'insouciance et la joie de vivre sur grand écran, en fait, elle était prisonnière d'une spirale autodestructrice. Vous qui avez le goût des mythes, puisque vous avez fait tourner Jean-Pierre Léaud, Helmut Berger, l'acteur de Visconti qu'on retrouve dans Yves Saint-Laurent, je me dis que peut-être sa mélancolie, elle vous intéressera. Parfait. Je ne connaissais pas cet aspect de sa vie. Mais sur toute une série de stars de cette époque,
très souvent, on s'aperçoit que l'autodestruction n'est pas loin. On s'aperçoit de plus en plus qu'ils vont quand même tous très mal, quoi. Ouais. On retourne à nos cartes à jouer? Allez. Allez. Alors, cette nouvelle carte, qu'est-ce qu'elle nous propose? Un joker. Alors là, Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, on évoque quoi? Tiens, on évoque Deadman, encore une fois, par rapport à Zombie Child, mais par rapport à votre cinéma. Il y a quelque chose de l'ordre du somnambulisme, à un moment, dans votre cinéma, qu'on pourrait aussi assigner à Jarmusch. Comment ça dialogue votre cinéma avec Jarmusch? Alors, ce dialogue, il y a un endroit d'une manière extrêmement simple, hein, c'est que c'est en voyant son premier film que j'ai décidé de faire des films. Donc, il y a quelque chose pour moi de très, très fondateur. Ça passait pas par. C'était pas aussi. On rappelle, le titre, c'est Strangers in Paradise. Voilà. Alors ça passait pas par des choses aussi articulées que le somnambulisme, mais simplement ça passait par la musique, je crois. C'est-à-dire que moi, je viens vraiment de la musique, du rock, etc. Et que pour moi, c'était un film rock. Enfin, le mot est un peu bête. Hein, enfin, j'étais pas très vieux, mais je me suis dit voilà, en fait, le cinéma, c'est aussi bien que la musique. Donc après, c'est quelqu'un dont évidemment j'ai vu tous les films. Mais c'est vrai que cette manière de traverser et les plans et le monde de tous ces personnages, hein, Forest Whitaker dans Ghost Dog, ou évidemment en effet Deadman, qui est un film dans la dernière demi-heure est complètement dingue. Ce qui tente, enfin ce qui réussit par ailleurs. Mais si par exemple, je vous disais que vous pouvez emprunter des choses à Jarmusch, c'est sur des récits qui ne sont pas linéaires, mais qui sont circulaires. On part d'un point, on pense qu'on s'éloigne, et au fur et à mesure de l'histoire, on y revient. C'est ce que vous faites encore une fois avec Zombie Child. Le point de vue circulaire de Jarmusch, ça c'est une particularité de son cinéma. Ouais, parce que je pense que d'une manière très différente de moi, enfin, il fait un cinéma assez musical. Et quand je dis cinéma musical, c'est pas par rapport à la musique qu'on y met, hein. C'est comment on gère l'avancée du récit, la durée d'un plan, même le rapport de focale des plans. Enfin, il ne le pense pas du tout d'une manière classique et narrative. Donc ça fait des films qu'on traverse un peu comme ça. Et moi aussi, je pense que j'essaie pas non plus que les scènes soient forcément efficaces pour laisser un peu les gens dans un état un peu flottant. Celle-là, vous la sentez comment, cette carte? Je la sens bien. Vous la sentez bien? Ouais. Il y a qui? C'est qui? Ah oui. C'est Pasolini? Oui. Bah, ça, mon premier film était une adaptation d'un de ses livres, un livre autobiographique. C'est fracassant, en fait, Pasolini. Mais là, c'est pas le cinéma, en fait, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est le territoire qu'il représente, c'est la pensée qu'il représente, c'est évidemment les textes. Et puis, on n'en a jamais fini. Il y a toujours un truc qu'on n'a pas compris, qu'on redécouvre. C'est un mélange unique d'une intelligence quasi diabolique, quasi informatique, et d'une immense poésie. C'est un des personnages les plus complexes, c'est pour ça qu'on n'en a jamais fini avec lui. Io non riesco più a riconoscere me stesso, perché quello che mi faceva uguale agli altri è distrutto. Ero come tutti gli altri, con molti difetti forse, miei e del mio mondo. Tu mi hai reso diverso, togliendomi al naturale ordine delle cose. Dans les choses très belles que Pasolini nous a laissées, il dit que pour qu'un film soit réussi et vivant, il doit contenir une forme d'hétérogénéité, voire de collision. C'est ça aussi que vous cherchez dans votre cinéma? Alors, la collision? Oui, je n'utilise pas ce mot, mais enfin, il est très bien. C'est que, par exemple, moi, j'étais parti avec une idée assez pure du cinéma, et je sens que l'impureté est quelque chose qui me plaît de plus en plus. Le contraste, l'impureté, donc un film comme... C'était quoi la pureté que vous aviez fantasmée au départ? Bah, on peut dire par exemple qu'un cinéaste comme Robert Bresson est un cinéaste très pur. Avec des règles comme ça, très très strictes presque. Là, il y a des mouvements de caméra, par exemple, que les cinéastes considèrent impurs, que moi j'aime beaucoup. Le zoom est très mal vu, la steadicam est très mal vue. Moi, c'est des choses que j'utilise très souvent.
L'impureté, le contraste, par exemple, dans Zombie Child, il est au centre même du film. C'est-à-dire, d'un côté, la France, de l'autre Haïti, le jour, la nuit, des jeunes filles qui parlent, un homme qui se tait, et voilà, et voir ce que ces contrastes provoquent comme choc, en fait. Donc le mot collision, il est très bien. Ouais. Est-ce que tous les gens qu'on a invités dans notre conversation, ils vous ont donné une vision du monde? Est-ce ils ont construit votre regard sur les choses? Est-ce que la notion de regard, c'est important? Oui, alors évidemment, Pasolini a construit mon regard sur le monde. Enfin, c'est évident. Quelqu'un comme Hitchcock, c'est plus mon regard sur le cinéma. Après, les deux peuvent se rejoindre. Hein. Mais en effet, c'est tous des gens qui, quand je dis ça donne de l'énergie, c'est aussi parce qu'ils vous poussent aussi. Hein. Ils vous poussent à aller plus loin, à tenter, oui, bien sûr, oui. Vous avez bien fait de venir, Bertrand, parce que je voudrais qu'on termine cette première rencontre avec un deuxième cadeau. Est-ce que vous êtes amateur de bande dessinée? Alors, pas assez, mais j'apprends. Oui? J'apprends, ouais. Eh bien, ça tombe bien. Je vous offre 2 numéros d'une nouvelle collection qui s'intitule 9,5 et qui sort chez Glénat. Les 2 premiers numéros sont consacrés à Lino Ventura et Sergio Leone. De quoi il s'agit? Eh bien, de se plonger dans l'histoire du cinéma et de ceux qui l'ont construit. Voilà. Formidable, Lino merci Ventura, c'est plus que de la BD, hein. Ce sont des romans graphiques. Oui. Et puisqu'on a parlé d'Ennio Morricone, voilà, Sergio Leone. Merci beaucoup. Les prochains numéros, à la rentrée, ils auront pour figure centrale Hitchcock, Truffaut, James Manfield et Patrick Devers. Voilà, vous avez de quoi passer de bonnes vacances avec ça. Ah, carrément. Ouais. Merci beaucoup d'être venu, cher Bertrand, et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.